Bonjour Fabrice. Bonjour Bertrand. On parle de Sowarga. Sowarga, c'est Social Wargame, comme ça le nom est carrément donné. C'est un simulateur, vous êtes un simulateur en fait. Absolument, on est le flight simulator des réseaux sociaux. L'idée c'est qu'en gestion de crise, il faut avoir un outil pour pouvoir prévoir tout ça. Et pour les grandes entreprises, en fait, il n'y avait pas d'outil jusqu'à présent, vraiment. Il n'y avait aucun outil de simulation des réseaux sociaux, que ce soit pour préparer une gestion de crise, pour s'entraîner à ce qu'on appelle l'engagement, pour entraîner les employés d'une grande entreprise à prendre la parole au nom de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Pour l'instant, la seule méthode, c'était des méthodes d'apprentissage tout à fait classiques, de l'ordre du cours magistral. Ce qui explique pourquoi il y a eu tant de pagaille au niveau communication dans des crises de différentes entreprises. Oui, essentiellement, enfin en grande partie du fait qu'il y a une non-préparation ou, dans le meilleur des cas, une préparation très théorique. De quelle crise est-ce qu'on parle ? Parce qu'évidemment, lorsqu'il s'agit d'une fuite dans une centrale nucléaire, c'est pas la même chose que l'attaque sourde et aveugle d'un concurrent. Alors, c'est deux crises totalement différentes et très intéressantes. Imaginons qu'une centrale nucléaire explose. Bon, là, en l'occurrence, les clients seraient un panachage entre l'État, qui est quand même qui prend la responsabilité dans ces cas de figure, et puis EDF. C'est très compliqué. Il faut évacuer des régions, il faut rassurer la population, il faut coordonner des secours, il faut repérer des problèmes que les secours sont plus du tout en état de repérer vu l'ampleur de la catastrophe. Donc ça, typiquement, c'est une crise qui va mettre en œuvre aussi bien le community management d'EDF que celui de l'État, que des volontaires, ça existe, le VISOF par exemple, qui vont assister les forces de l'État pour des situations de catastrophes naturelles. Et c'est très complexe, ça nécessite de coordonner tout ça. Et pour coordonner tout ça, il faut tester, voir quelles sont les problématiques, exactement comme dans toute forme de gestion de crise, qui pour l'instant n'incluait pas les réseaux sociaux. Sur une catastrophe nucléaire, il y aura des centaines de milliers de tweets par exemple, il y aura des interventions sur Facebook. Comment est-ce qu'on fait pour virtualiser ça ? C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour virtualiser les comportements de foule dans le monde social ? Alors, les comportements de foule, c'est quelque chose qui se virtualise relativement bien. Il faut savoir que de la même façon qu'on ne fait plus exposer des bombes nucléaires pour tester nos capacités nucléaires, aujourd'hui on utilise des algorithmes, c'est beaucoup plus propre. On modélise les foules depuis maintenant une bonne dizaine d'années en sociologie, de façon à faire de l'expérimentation en sociologie sur des algorithmes plutôt que sur des vraies foules, c'est toujours plus compliqué. Donc il y a une dimension d'intelligence artificielle. La foule peut être intelligente finalement. La foule peut être intelligente avec des guillemets sur intelligence, c'est pas la même intelligence qu'une intelligence individuelle. La foule peut être gérée par de l'intelligence artificielle qui va simuler des réactions de foule exactement comme celles qu'on peut constater tous les jours sur Facebook et Twitter. Bon, il y a les réactions primaires, on va dire, celles de la foule, et puis il y a toutes les interactions. Comment est-ce qu'on simule les interactions également ? On les scripte. C'est-à-dire qu'on va écrire un scénario exactement comme un roman, si ce n'est que le scénario va se dérouler sur Facebook, sur Twitter, sur Le Monde, sur Libération, et on va créer des contenus pour tout ça, ou récupérer des contenus existants et les adapter à une situation précise, les insérer dans une timeline, faire des tests conditionnels parce qu'une crise peut se dérouler en fonction de la façon dont vous jouez à l'intérieur, d'une façon ou d'une autre, et puis prévoir que, par exemple, Le Monde à telle heure va afficher telle information, puis qui va ensuite être reprise par Libé, qui va ensuite être tweetée et Facebookée, et on va plonger des joueurs dans cet univers totalement virtuel. C'est quasi un boulot de scénariste d'Hollywood que vous faites là. C'est totalement un boulot de scénariste. Alors d'Hollywood, on est plus proche du livre dont vous êtes héros pour les plus vieux d'entre nous qui avons connu cette époque avant les ordinateurs. On est plus dans un jeu de rôle que dans un scénario d'Hollywood. Pour ceux qui ont joué au jeu de rôle, à Donjons et Dragons, on est très très proche de ça, à ceci près qu'il y a moins d'improvisation et plus de préparation. Est-ce qu'il y a des crises nouvelles qui sont apparues auxquelles vous devez avoir affaire en créant de nouveaux scénarios ces derniers mois, par exemple, ou dernières années, vraiment dernières ? Ce qui a fondamentalement évolué ces dernières années, c'est qu'on est passé, notamment sur des réseaux comme Twitter, d'une utilisation très élitiste. Twitter, il y a encore 4-5 ans, c'était les happy few du 2.0 qui utilisaient Twitter. Il y avait une ambiance plutôt bon enfant, plutôt positive, et puis ça s'est massifié. Twitter est devenu, il y a un an ou deux, quelque chose de très utilisé par les adolescents, aujourd'hui par la population générale, tout comme Facebook, qui était, il y a encore quelques années, dans des pays comme la France, plutôt des trucs pour adolescents, sont devenus utilisés par toutes les générations, ce qui fait qu'on a la population entière, et dans une période de crise intense, de crise sociale tout particulièrement, on a énormément de friction entre les entreprises et la population sur moult sujets. Dès qu'il y a quoi que ce soit reproché aux entreprises, la population passe par les réseaux sociaux parce que c'est aujourd'hui la seule façon qu'elle a à sa disposition de se faire entendre. On imagine bien que Sowarga s'adresse aux CM des grands groupes, community manager, ou aux services de communication des grands groupes, mais ça peut être aussi maintenant des agences depuis quelque temps qui s'entraînent aussi.
Alors ça peut être des agences qui s'entraînent, qui écrivent des scénarios pour leurs clients, pour les entraîner, pour leur apprendre. Ça peut être des projets de transformation digitale d'entreprise. Si vous prenez une entreprise comme AXA, par exemple, AXA, leur grande ambition aujourd'hui, c'est de mettre une partie significative de leurs employés sur les réseaux sociaux à faire typiquement des actions commerciales ou de la relation clientèle. Pour ça, il va falloir entraîner un nombre d'employés phénoménaux. AXA, c'est une boîte gigantesque. Il va falloir apprendre les réseaux sociaux à 10 000, 20 000, 30 000 employés. Et ça nécessite un renouvellement complet des méthodes pédagogiques. Est-ce qu'il y a une dimension de machine learning finalement? Est-ce que tout ce on expérimente face à la machine en test, comme ça on peut le retrouver et l'utiliser en cas de vraie crise? Alors on utilise un autre secteur de l'intelligence artificielle. Je vais vous renvoyer sur Vincent Pinte, qui est le CTO et le PDG, qui cumule ces deux rôles dans Sowarga, qui est un spécialiste de l'intelligence artificielle. Donc oui, l'intelligence artificielle est partout, et elle est évidemment chez nous comme partout. Ça nous permet d'avoir plus de réalisme dans la façon dont on simule la foule. Et demain, ça nous permettra d'observer des crises et d'apprendre. Dans un simulateur de vol, il y a parfois un crash à la fin. Est-ce que ça peut arriver là? Bien sûr, bien sûr. Si vous le scénarisez, vous pouvez tout à fait avoir une des branches du scénario qui mène à une catastrophe et une autre branche du scénario qui mène à une résolution de la crise, et puis tout un tas de situations intermédiaires. Tout ça peut se scénariser, et à certains moments de la crise, vous avez des embranchements qui vont vous faire aller dans un sens ou dans un autre en fonction d'une multitude de critères. Quel genre d'entreprise utilise Sowarga aujourd'hui? Aujourd'hui, le Sowarga sort du carton. Donc on en est au stade où on expérimente le dispositif dans un cadre pédagogique, avec tout un environnement d'observation pédagogique à Sciences Po. Demain, les premières entreprises qui pourraient être intéressées sont des entreprises qui typiquement sont vraiment confrontées à la crise sur les réseaux sociaux. Je pense par exemple à la SNCF, qui avec l'épisode de l'attentat dans le Thalys a eu une crise gigantesque qu'elle n'était pas en mesure de gérer, dont elle aurait pu sortir tout à fait par le haut, si typiquement ses employés avaient été en mesure de tweeter, de facebooker, d'expliquer ce qui s'était passé. Mais pour ça, encore faut-il donner les moyens aux employés, c'est-à-dire non seulement leur donner de l'autorisation, ce qui est déjà une première étape, mais leur donner le savoir-faire pour intervenir dans ce genre de situation. Qu'est-ce que vous faites à Sciences Po pour tester finalement cette solution? On apprend les réseaux sociaux à des masters, et on leur fait dans un premier temps écrire la crise. C'est un exercice qui se fait en atelier d'écriture. Et ensuite, on rentre toutes ces données dans le simulateur Sowarga et on va les immerger dans différents rôles dans la crise. On est à Sciences Po sur la crise de l'huile de palme, typiquement la fameuse crise Greenpeace-Nestlé. Donc on a, à partir de cette crise, qui est quelque chose d'observé, écrit différentes branches de scénarios qui, eux, sont totalement imaginaires. Et puis on va plonger les élèves là-dedans, et en fonction de leur capacité à gérer la foule et à interagir de façon propre ou pas, la crise va s'aggraver ou au contraire aller vers une résolution. L'entreprise peut elle-même participer à l'écriture du scénario catastrophe? Tout à fait. C'est quelque chose qu'une agence peut faire, c'est quelque chose qu'une entreprise peut faire. Le fait de l'écrire, là on est vraiment dans un cadre strictement pédagogique. Notre objectif, c'est qu'ils apprennent et rien d'autre. Le fait de l'écrire permet d'avoir un recul. Qui plus est, moi je travaille dans un laboratoire à Sciences Po qui est le laboratoire qui a mis au point les cartographies de controverses. Donc on a une base pour écrire une crise qui est absolument fantastique et qui nous permet vraiment d'avoir un aperçu global de tout ce qui pourrait se passer sur l'huile de palme ou sur autre chose, que ça soit la dimension sociale, la dimension écologique, la dimension santé publique, la dimension politique, il y a plein de dimensions qu'on n'a pas vues pour l'instant dans l'huile de palme, mais qui auraient pu émerger à l'occasion de la crise Nestlé, qui, dans le simulateur, pourraient émerger en fonction de ce que les élèves vont réussir à faire ou à ne pas faire au milieu de tout ça. Ça devient de plus en plus complexe quand même, parce que ce qu'on pourrait prendre de temps en temps pour un comportement de foule est en fait une manipulation totale qui se traduit par une forme de comportement de foule qui est truqué d'une certaine façon. Ça s'appelle l'astroturfing, ça. Tout à fait. L'astroturfing, c'est quelque chose qu'on a identifié dans une autre vie quand j'étais journaliste, qui est utilisé par beaucoup d'États. Typiquement, l'histoire d'astroturfing la plus connue, c'est l'élection présidentielle coréenne de fin 2012, où le candidat de l'opposition a vu 10 jours avant les élections présidentielles une campagne de haine incroyable se dérouler sur les réseaux sociaux. Alors il faut savoir qu'en Corée du Sud, c'est le pays le plus connecté de la planète. Tout le monde a Internet et pratique intensivement. Il y a eu de mémoire 27 millions de tweets insultant le candidat de l'opposition, des centaines de millions de commentaires dans les blogs. Et une semaine après les élections, où évidemment le candidat d'opposition a perdu, on s'est aperçu qu'en fait c'était une cellule des services secrets avec 6 personnes qui avaient tout un appareillage algorithmique pour simuler toute cette foule.
Ça veut dire que Sowarga, si on inverse le processus, si on prend la partie sombre de Sowarga, ça pourrait servir à fabriquer ça dans l'absolu, puisque vous avez... Absolument. Sowarga, plutôt que de mettre un faux Facebook et un faux Twitter, vous le branchez sur le vrai Facebook, le vrai Twitter, vous avez un outil d'astroturfing top niveau. Évidemment, on a pris des précautions pour que ça n'arrive pas. Mais l'histoire de Sowarga, c'est ça. L'histoire de Sowarga, c'est la découverte de ces technologies-là, et un jour, la rencontre avec des spécialistes de la gestion de crise, et le déclic qui était, mais finalement, on sait comment ces outils fonctionnent, on a même des documents qui décrivent très précisément la façon dont ils étaient construits. On n'a qu'à reprendre tout ça, le plugger sur un faux Facebook, un faux Twitter, et on a un outil de simulation. Ça va coûter très cher pour les entreprises ? C'est pricé pour l'instant par licence annuelle par utilisateur. Donc ça dépend du nombre de personnes que vous voulez entraîner. Vous vous doutez bien que ça, c'est un morceau du prix. L'écriture est un autre coût que l'entreprise peut tout à fait assumer en interne, parce que pour beaucoup de situations, l'entreprise va faire ça en interne. Il y a des crises qu'on n'a pas nécessairement envie de trop exposer, donc on va l'utiliser totalement en interne. Ça aussi, c'est prévu, tout est chiffré. Nous-mêmes n'avons pas du tout accès aux scénarios scriptés par nos clients. On ne voit absolument rien. Et ça leur permet de développer une crise et de la jouer en interne, ou de faire des crises assez classiques. La crise de l'huile de palme, typiquement, c'est pas un secret d'État. Et de partager cette crise avec d'autres acteurs éventuellement pour écrire un scénario, affiner le scénario, augmenter le scénario, et petit à petit avoir un scénario où les embranchements sont quasi infinis. Sowarga, c'est un simulateur de gestion de crise, mais qui peut le plus, peut le moins, j'imagine. Donc vous pouvez intervenir sur d'autres secteurs, qui soient de la commercialisation, du marketing, des choses comme ça, parce que c'est un outil finalement de gestion des réseaux sociaux aussi, non ? Ah, tout à fait. C'est comme Flight Simulator. Flight Simulator, vous pouvez le tester, vous l'utilisez pour, par exemple, simuler: je pilote un 747, je suis au milieu de l'Atlantique, j'ai un réacteur qui explose, qu'est-ce que je fais ? Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, ça s'est utilisé pour un pilote qui est habitué à piloter un 747 et qui va changer d'itinéraire et piloter un 777. Donc avant de lui filer les commandes d'un 777, c'est quand même une machine qui vaut une fortune, on va lui faire des centaines d'heures de simulateurs sur le 777, et il était habitué à du Paris-New York, il fait du Paris-Singapour, on va lui faire une centaine de fois ce trajet Paris-Singapour sur un 777, de façon à ce que le jour où il est vraiment en situation, tout se passe bien. Donc c'est le simulateur de formation des community managers, globalement. C'est un outil de formation. Alors après, community manager, pour l'instant, on en est au stade où c'est les community managers qui sont les mains dans le cambouis du réseau social. Demain, moi, mon pari, c'est qu'il y aura un nombre considérable de postes dans l'entreprise qui auront besoin, comme une nouvelle corde à leur arc, d'un savoir-faire sur les réseaux sociaux. Et donc, un commercial, ça devra savoir faire du commercial sur les réseaux sociaux. Un marketeur, ça devra savoir décliner son savoir sur les réseaux sociaux, mais de façon pratique, pas théorique. Toutes les postes de l'entreprise, la RH, tous ces postes-là vont devoir décliner leurs compétences sur les réseaux sociaux, et ça va demander énormément de formation.